Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. Madagascar accueille l'Assemblée générale des maires de l'océan Indien, à laquelle participent actuellement de nombreux maires de la région. Les problèmes rencontrés par les autorités locales ainsi que la recherche des solutions y afférentes seront au cœur de la réunion. Environ 950 Malagasy partent chaque année pour travailler au Canada, d'après les statistiques émanant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et de la CANCHAM, la Chambre de commerce canado-malagasy. Ils travaillent dans divers secteurs tels que celui de la santé, celui des transports ou celui de l'électronique. Les citoyens et l'association KMF Knoé exigent des informations précises et officielles concernant les cas d'intoxication alimentaire. D'après la déclaration qu'ils ont faite, le KMF Knoé affirme que la divulgation de la vérité ne peut qu'être bénéfique au gouvernement et au pays. Aux États-Unis, Donald Trump a reçu lundi soir Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche au moment où les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza connaissent un regain d'intensité. Le président américain, qui affirme vouloir mettre fin à la guerre, s'est dit optimiste quant à un accord cette semaine, assurant que le Hamas voulait un cessez-le-feu. À la une des actualités, Madagascar accueille l'Assemblée générale des maires de l'océan Indien, à laquelle participent actuellement de nombreux maires de la région. Les problèmes rencontrés par les autorités locales ainsi que la recherche des solutions y afférentes seront au cœur de la réunion. Tous les participants ont convenu de la nécessité de collaborer avec les autorités locales et d'instaurer une véritable décentralisation. Reportage de Sibila Njiamazava et Fecha Njiamananzar. La réunion des maires de la région de l'océan Indien est l'occasion pour ces représentants de l'autorité municipale d'unir leurs voix pour parler des réalités locales. Ce sommet accueilli par Antananarivo est l'occasion pour ces maires d'aborder les problèmes qu'ils rencontrent et d'y trouver des solutions. Les différentes propositions des maires seront présentées à la COP30 et au G20. Outre les solutions pour améliorer la gestion des différentes villes et municipalités, la réunion est également l'occasion de renforcer la coopération avec les îles sœurs de l'océan Indien. Parmi les secteurs explorés, on trouve notamment celui du tourisme. Parmi les défis qui attendent les municipalités et les villes figurent également les effets du changement climatique. Tous ces sujets seront abordés lors de la réunion qui se déroulera sur 3 jours dans la capitale Antananarivo. Madagascar accueille la conférence des maires de l'océan Indien à laquelle participent actuellement de nombreux maires de la région. Environ 950 Malagasy partent chaque année pour travailler au Canada, d'après les statistiques émanant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et de la CANCHAM, la Chambre de commerce canado-malagasy. Ils travaillent dans divers secteurs tels que celui de la santé, celui des transports ou celui de l'électronique. Cette situation démontre que les entreprises canadiennes sont intéressées et attirées par les compétences de la main-d'œuvre malagasy. D'après le ministère, un accord a donc été signé avec le CANCHAM qui prévoit un partage d'informations afin de répondre efficacement aux besoins réels du marché du travail canadien, mais surtout de simplifier les démarches en matière de migration professionnelle, de protéger les migrants. Et Omega Ranevzon. Les échanges entre Madagascar et le Canada n'ont cessé de croître depuis l'ouverture de l'ambassade de Madagascar à Ottawa en mai 1993. Depuis 2021, environ 950 Malagasy partent chaque année pour travailler au Canada dans divers secteurs tels que celui de la santé, celui des transports, celui de l'électronique et bien d'autres encore. Il s'agit d'une migration de travail encadrée et bénéfique pour les travailleurs malagasy
en cas d'opportunité au Canada selon les explications. Ce mouvement est régi par un accord de coopération signé le 7 juillet à Antananarivo entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et de la CANCHAM, la Chambre de commerce canado-malagasy. L'accord prévoit un partage d'informations entre le ministère malagasy et la CANCHAM afin de répondre efficacement aux besoins réels du marché du travail canadien. Il vise également à simplifier les démarches en matière de migration professionnelle et à protéger les migrants. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, cet accord garantit à chaque travailleur un emploi sûr qui respecte les droits humains, a déclaré la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Ntshaka Bone. L'accord assure également la transparence et la stabilité dans le processus de recrutement. Madagascar s'engage à proposer des candidats qualifiés selon les besoins des entreprises et à renforcer leurs compétences à travers des formations adaptées à la réalité. Pour le ministère du Travail, cet accord ouvre la voie à une migration professionnelle réussie. Le Canada a besoin de main-d'œuvre et Madagascar a une jeunesse compétente, motivée et pleine d'énergie. Nous devons renforcer cela à travers la formation et la préparation des travailleurs pour répondre efficacement aux besoins du marché canadien, précise Ntshaka Bone. Elle a aussi souligné l'importance d'accélérer la délivrance des visas qui peut actuellement prendre jusqu'à 9 mois. Beaucoup de candidats à la migration ignorent la réalité sur place, ce qui justifie l'intensification des actions d'information. La migration professionnelle est aussi une opportunité économique pour le pays car elle génère des revenus et si les migrants choisissent un jour de revenir au pays, ils peuvent contribuer au développement local grâce à l'expérience acquise à l'étranger. Le Canada apprécie la main-d'œuvre malagasy pour sa capacité d'adaptation, sa simplicité et sa détermination. Le pays est par ailleurs confronté à un manque de main-d'œuvre dû à la faible natalité, au vieillissement de sa population, a mentionné son côté la CANCHAM. Des produits périmés ont été saisis chez des grossistes et des épiciers dans le district de Farafengan lors d'une inspection menée par les responsables locaux. Parmi ces produits qui ont été saisis figuraient des boissons alcoolisées et des produits de consommation courante. Ces produits périmés ont immédiatement été brûlés ce jour, l'inspection ayant débuté la semaine dernière. Cette opération se poursuivra afin de retirer des commerces tout produit susceptible de nuire à la santé publique. Elisa Herman nous apporte les détails. Lors d'une opération de contrôle menée par les autorités compétentes à Farafengan, des grossistes et épiceries ont été pris en flagrant délit de détention de produits alimentaires périmés. Immédiatement saisis, ces produits ont été détruits par incinération ce jour. Parmi les articles périmés figuraient notamment des boissons alcoolisées, des aliments tels que des pâtes, du lait concentré sucré et divers autres produits de consommation courante. Les inspections ont été entamées la semaine dernière dans le cadre d'une descente sur le terrain initiée par les responsables locaux afin de contrôler les points de vente et prévenir tout risque d'intoxication alimentaire. À ce stade, aucun cas d'empoisonnement n'a encore été signalé dans le district de Farafengan, mais cette opération de prévention vise à anticiper toute éventuelle menace pour la santé publique, d'après les explications. Interrogé à ce sujet, le préfet de Farafengan a rappelé l'importance de vérifier systématiquement les dates de péremption avant toute consommation ou achat de produits alimentaires. Ce dernier a également exhorté les vendeurs, notamment ceux exerçant dans la restauration de rue, à respecter les normes d'hygiène. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les missions de la préfecture, notamment en matière de salubrité publique, un volet essentiel du service quotidien rendu à la population. Les opérations de contrôle se poursuivront dans les jours à venir afin d'éliminer définitivement tout produit périmé susceptible de nuire à la santé des consommateurs. Les citoyens et l'association KMF CNOE exigent des informations précises et officielles concernant les cas d'intoxication alimentaire. D'après la déclaration qu'ils ont faite, le KMF CNOE affirme que la divulgation de la vérité ne peut qu'être bénéfique au gouvernement et au pays. Disposer d'informations exactes est un droit fondamental, un fondement de la démocratie et du développement du pays, raison pour laquelle KMF CNOE sollicite la diffusion d'informations officielles en temps réel. Le reportage de Mikan Jemboulaze et Arfidi Rakoutmanal. Les Malagasy sont profondément préoccupés et anxieux qu'ils célèbrent des fêtes ou fassent leurs courses quotidiennes suite aux récents incidents d'intoxication alimentaire
selon le KMF CNOE dans son communiqué. Les citoyens et le KMF CNOE exigent des informations précises et officielles à ce sujet, comme indiqué dans ce communiqué. Le KMF CNOE affirme qu'il est dans l'intérêt des dirigeants gouvernementaux et du pays de connaître les faits réels. Le KMF CNOE a également évoqué dans ce communiqué la revendication des employés de la Djirama d'une rencontre avec le président de la République. Le dialogue est le seul moyen de résoudre les problèmes et d'éviter la stagnation. L'association espère que le président leur fera part des aspirations des citoyens, telles celles relatives aux coupures d'électricité et d'eau, la persistance des accusations de blanchiment d'argent, la quantité du service d'approvisionnement en eau, la fiabilité de l'électricité et les longues attentes des usagers lors du paiement des factures. Les coupures d'électricité peuvent également être à l'origine des cas d'intoxication alimentaire, d'après la déclaration du KMF CNOE. Le droit à une information exacte est le fondement de la démocratie et du développement du pays. C'est pourquoi cette demande a été formulée. S'agissant d'une question de vie ou de mort, le KMF CNOE exige la diffusion d'informations officielles en temps réel. Visa a tenu aujourd'hui un atelier dans le but de comprendre le paysage des paiements à Madagascar, soulignant les opportunités d'inclusion financière numérique. Cette recherche offre une perspective nouvelle et optimiste sur l'écosystème financier en évolution du pays. Taina Ragout Malala, Tulchamiaza, Prod Plus. Leader mondial des paiements numériques, Visa a lancé une étude de marché inédite intitulée « Comprendre le paysage des paiements à Madagascar ». Aujourd'hui, on a eu un forum Visa qui parle de l'étude récente que Visa a effectuée sur l'état des paiements digitaux au Madagascar. Le but de cette étude était de bien comprendre les différents acteurs, de comprendre l'environnement de ces paiements et de finir par donner des recommandations pour accélérer l'adoption des paiements digitaux au Madagascar. Divers sujets ont été abordés dans cette étude, comme l'essor de l'argent mobile, la contribution du secteur bancaire, la préparation des consommateurs, le renforcement des partenaires de l'écosystème, mais surtout la promotion de l'inclusion financière à Madagascar. Visa travaille avec les banques, les opérateurs mobiles et les fintech. Et Visa, à travers ces partnerships, contribue à accélérer l'inclusion financière. Notamment au Madagascar, on collabore avec Mvoul pour les cartes virtuelles qui ont touché beaucoup de monde et Orange. Et on collabore aussi avec les banques pour qu'ils puissent donner des solutions en microfinance qui permettent de conduire l'inclusion financière. Cet atelier avait pour objectif l'adoption des paiements digitaux à Madagascar dans le but d'accélérer l'inclusion financière. L'atelier d'aujourd'hui a pour but de partager avec les différents acteurs, de comprendre l'état du marché et ensemble de collaborer pour continuer l'accélération de l'acceptation des paiements digitaux. Et on collabore notamment avec le régulateur aussi, parce qu'in fine, on a besoin d'un environnement stimulant. Et ça, le régulateur a un poids important pour établir un environnement stimulant pour les paiements digitaux. Passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, Donald Trump a reçu lundi soir à Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche au moment où les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza connaissent un regain d'intensité. Le président américain, qui affirme vouloir mettre fin à la guerre, s'est dit optimiste quant à un accord cette semaine, assurant que le Hamas voulait un cessez-le-feu. Le premier ministre israélien a annoncé avoir présenté la nomination de Trump pour le prix Nobel de la paix. Reportage de France 24. Pour la troisième fois en moins de 6 mois, Benjamin Netanyahou est aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Interrogé à son départ d'Israël, le Premier ministre dit vouloir tout faire pour obtenir un accord et faire entrer les derniers otages israéliens chez eux. Nous agissons pour parvenir à cet accord dont il a été question, aux conditions que nous avons acceptées. J'ai envoyé une équipe de négociation avec des instructions claires.
Je pense que la rencontre avec le président Trump peut certainement contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous. La proposition sur la table, négociée en parallèle à Doha, comprend une trêve de 60 jours, une période durant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie, ainsi que plusieurs dépouilles, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le mouvement islamiste a réclamé des modifications, notamment sur les modalités de retrait des troupes israéliennes de Gaza et sur la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Des changements jugés inacceptables par Benjamin Netanyahou. Malgré tout, de son côté, Donald Trump se veut optimiste. Je pense qu'il y a de bonnes chances que nous ayons un accord avec le Hamas au cours de la semaine prochaine, en ce qui concerne un grand nombre d'otages. Vous savez, nous avons libéré un grand nombre d'otages. Et en ce qui concerne les otages restants, un grand nombre d'eux seront libérés. Nous pensons que cela sera fait cette semaine. Une première trêve d'une semaine en novembre 2023, puis une seconde de 2 mois début 2025, avait permis le retour de nombreux otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.